Bonjour, je m'appelle Patrick Beau et je me suis toujours demandé pourquoi on ne parlait pas directement des choses intéressantes au début d'une conversation. Parfois, on voudrait poser des questions existentielles aux gens qui nous entourent, mais comme c'est pas forcément dans les codes, on finit par parler du temps qu'il fait. Dans Continue, tu m'intéresses, je vais donner à mes invités l'opportunité de parler de ce qui les intéresse vraiment. Et si tout se passe bien, ça devrait être intéressant. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Meurice. Il est auteur, humoriste et animateur radio. Guillaume s'est fait connaître du public il y a une douzaine d'années par ses chroniques satiriques et ses micro-trottoirs. En septembre 2024, suite à un licenciement très médiatisé, il a créé La Dernière sur Radio Nova, une émission dans laquelle lui et son équipe analysent l'actualité avec la même liberté de ton que si c'était La Dernière. Mais ce que le public sait moins, c'est que Guillaume a aussi publié plus d'une quinzaine d'ouvrages, dont 2 romans historiques et des livres pour enfants. Alors pour toutes ces raisons, j'ai eu envie de lui poser la question. C'est quoi qui t'intéresse le plus en ce moment? Alors, en ce moment, et non, de tout temps, j'allais dire, mais il ne faut pas exagérer, mais je suis assez passionné par les structures démocratiques. Ok. Donc, il y a un lien avec l'actualité, puisqu'on vit une sorte de crise de régime un peu bizarre. Mais déjà, je suis passionné par les humains et les structures sociales, les organisations humaines, comment ça fonctionne, un peu en mode anthropologie, quoi. Comment les sociétés s'articulent, les tabous, les interdits, qu'est-ce qui peuple les imaginaires des différentes cultures. Et là, on se retrouve à un moment de l'histoire de France qui est hyper intéressant parce qu'on est dans une constitution qui a été créée et faite pour un seul bonhomme, qui s'appelle le général de Gaulle. Et tout le monde essaye de rentrer dans un costume qui est beaucoup trop grand, puisque c'est le costume du général de Gaulle. Ouais. Et donc, il y a une espèce de course complètement absurde. Et je pense que moi, j'imagine toujours que des extraterrestres sont en train de nous observer et qu'on a une sorte de télé-réalité pour des aliens, tu vois. Ils doivent se régaler là. Et là, ils doivent se régaler. Ouais. Et ça me fascine et ça me passionne en même temps. Là, j'ai regardé, alors je sais pas quand le podcast sera diffusé, mais il y a quelques semaines, donc il y a eu le Cornu, etc., etc. Et j'ai regardé BFM, mais je pense 2 jours d'affilée. Et mais tu regardes ça vraiment comme Love Story, quoi. Ah, mais totalement. Enfin, c'est la maison des fous. Ils font des débats de 1 heure sur quel serait le potentiel meilleur Premier ministre. Ils ne voient pas que ce qui ne va pas, c'est la structure en elle-même. Si tu peux mettre le Cornu 1, 2 ou 3, Rachida Dati, Xavier Bertrand, mais même quand bien même un mec de gauche et une nana de gauche, la structure est niquée. C'est vraiment le côté pansement sur la jambe de bois, quoi. C'est ça, ouais. Et puis ça avance comme ça tient jusqu'au jour où ça va péter. Bah, souvent, on appelle ça une révolution ou alors une réforme radicale. Bon, ça arrive assez peu dans l'histoire. Souvent, malheureusement, il y a de la violence. Mais je suis fasciné de voir que tout le monde, en tout cas l'univers médiatique, beaucoup, faut le dire, s'embarque dans ce voyage vers nulle part. Et toi, tu regardes, tu dis, mais vous allez vraiment nulle part. C'est un peu comme une grande expérience sociale dans laquelle on est embarqué aussi, on en fait partie. Donc, on est à la fois spectateur et acteur de ce cirque politique. Et est-ce que tu t'es intéressé au modèle alternatif? Ouais, mais il y en a plein. Enfin, déjà, bon, il y a la démocratie athénienne qui est un petit peu fantasmée aujourd'hui. Alors là, je suis en train d'écrire un livre qui va traiter de ça, une BD qui va traiter de ça, donc je m'y intéresse pas mal. C'est pour ça que ça m'intéresse aussi en ce moment. Deuxième raison. Donc, elle est assez fantasmée parce qu'on parle beaucoup du tirage au sort. Effectivement, il y en avait. On parle aussi beaucoup du contrôle des gens qui étaient censés être des gouvernants. C'est un peu plus compliqué que ça et je ne vais pas dire tous les termes techniques, sinon c'est relou. Mais on l'idéalise beaucoup. Bon, il faut savoir que c'était que 10% de la population puisque il n'y avait pas les femmes, les étrangers, les esclaves. Donc, bien sûr. Tu élimines quand même une bonne partie de ce qu'on appelle aujourd'hui quand même le peuple. Mais il y avait, par exemple, un truc incroyable, ça s'appelle l'ostracisme. Donc le mot vient de là aujourd'hui. Tous les ans, ils votaient pour quelqu'un qu'ils avaient envie de voir se barrer. D'accord. Donc ils écrivaient, et on le sait ça, on a beaucoup de traces, parce qu'ils écrivaient sur des morceaux de céramique. Donc il y a plein de traces avec marqué Périclès, tu vois. D'accord. Et voilà, et donc la personne était obligée de se casser en exil. Alors, je sais plus combien de temps ça a duré. Dans une autre ville. Dans une autre ville. On te barre, on veut plus de toi. Wow. Alors, c'est discutable. Hein, est-ce qu'il faudrait faire ça aujourd'hui? Je ne pense pas. Mais en tout cas, il y avait des moyens de contrôle. Et ce qu'on dit souvent, c'est seul le pouvoir arrête le pouvoir. Et là, ce qu'on voit en ce moment en France, c'est que le pouvoir du président, il est tellement vaste que pour l'arrêter, c'est très compliqué. Et même un parlement ne peut pas l'arrêter. Même 577 personnes élu démocratiquement ne peut pas arrêter le pouvoir de ce mec-là. Mais ce que je me dis toujours, tu vois, par rapport à ce genre d'état de fait,
c'est que c'est un vaste jeu de société, c'est des règles arbitraires, Ouais, mais elles ont un impact très concret, très réel. ouais. Mais il suffirait de changer la règle. Oui, C'est comme un Monopoly. Donc toutes mais ces oui, institutions semblent extrêmement solides, mais elles ont juste été décidées à une époque par un groupe de gens c'est qui se ça. sont mis d'accord. Il suffirait de changer la règle. Ouais, d'ailleurs, ça n'a pas toujours été comme ça, et c'est Mm. sûr et certain que ce ne sera pas toujours comme ça. Mais là, en fait, pourquoi ça me fascine, c'est parce que c'est une mythologie, c'est une religion. La Cinquième République, c'est devenu une religion. Ouais. On a décidé que c'était la structure la plus stable, parce qu'avant, elle était pire. Donc forcément, si tu compares à un truc qui est plus nul, tu dis, bah c'est génial. Ouais. Mais jamais, ou en tout cas, on se pose trop peu pour l'instant. J'évite de dire des trucs un peu définitifs, mais Ouais. je trouve qu'on se pose trop peu la question de comment on pourrait améliorer les choses. Mm. Il y a par exemple différents types de scrutins, le vote jugement majoritaire, où au lieu de choisir quelqu'un, tu mets plutôt soit une note, soit une préférence, ce qui permet, par exemple, à une élection, de dire, bah moi, je préfère cette personne et cette personne. Tu n'es pas obligé Mm. Il n'y a plus de vote utile. Il y a plein de choses qui, structurellement, Ouais. peuvent nous permettre de vivre mieux et plus démocratiquement, qui existent. Mais je trouve que la faille dans le système, c'est que les gens qui font partie de la classe dirigeante aujourd'hui ont été élus par ce Eh système-là. oui, Donc, c'est pas dans leur intérêt de choisir un non. truc qui Ouais. pourrait les disqualifier. Alors Du coup, oui, ça fait partie du problème. mm, C'est assez lié aussi au fait que cette structure-là, on gueule toujours contre nos élus, on dit ils sont nuls, etc. Ou ils sont sans foi ni loi, cyniques. Ce qui est vrai, mais c'est une structure qui sélectionne ces gens-là. Je trouve, hein, ça c'était vraiment mm, opinion personnelle, mais quand tu t'engages en politique, et quelle que soit ton idéologie, voilà, ça peut être n'importe qui, tu vas être obligé de faire des concessions. Si tu veux accéder à des postes de pouvoir, tu vas être obligé de faire des concessions et des compromis. Tu passes de militants qui tractent sur le marché à élu local, on va te dire, bon, c'est cool, mais déjà mets une cravate. Enfin, tu vois, déjà, on va te changer, ouais, on va te faire jouer à un rôle. Et puis après, mets une cravate, c'est l'étape 1. Après, ça va être tel sujet, faut mieux pas trop en parler, ça nous fait perdre des voix. mm, La stratégie du parti, c'est plutôt ça. Donc, si tu veux continuer là-dedans, tu vas être obligé de faire de plus en plus de compromis. bien sûr. Et donc, les gens qui se retrouvent à des postes de décision sont les gens qui ont fait le plus de compromis. Ça en fait pas des mauvaises personnes en soi, Mm. mais la structure a sélectionné ces gens-là. Et toi, si tu pouvais tenter un truc, t'irais vers quoi comme modèle de démocratie? Bah déjà, je pense qu'il faut mettre du tirage au sort, ça c'est sûr et certain, parce qu'il faut un contrôle citoyen sur ce qui se fait, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Il y a une chose qui a été faite qui est incroyable, c'est la Convention citoyenne pour le climat. En fait, ce qui est incroyable, c'est, je fais un peu de politique politicienne, mais ce qu'a fait Macron, c'est qu'il s'est dit, les gens sont tellement débiles que je vais leur faire une convention citoyenne avec des gens tirés au sort. Et donc, il y avait des climato-sceptiques, il y avait des gens qui aimaient le diesel et le barbecue, il y avait de tout, quoi. Et Macron s'est dit, comme de toute façon, ils s'en foutent de l'écologie, ils vont me sortir des trucs de base, ils vont pas vouloir changer, en gros. Donc, il avait dit au départ, Macron, je prendrai toutes les réformes, je les prends, et on les fera. Ouais. Donc, son postulat de départ, c'était vraiment, Mm. les gens sont cons. Ouais. Sauf qu'on se rend compte que si on met 150 personnes à discuter, à confronter à des gens qui connaissent la situation, genre des scientifiques, des gens du GIEC, qui venaient leur expliquer en leur disant « mais moi, j'ai rien à gagner à vous dire qu'il est en train de se passer ça. J'ai rien à gagner à ce qu'on roule moins vite sur les routes pour faire moins de pollution. » Tu vas miser sur l'intelligence des gens. Et même si c'est quelqu'un, le tonton gênant de la famille ou j'en sais rien, mais il y a quand même quelque part où tu peux l'attraper en disant « je pense que t'es pas débile en vrai. On va te demander ton avis, mais il faut que tu sois d'abord bien informé et que tu sois capable de changer d'avis. Mm. Si on te prouve que la réalité te donne tort, la réalité, Ouais. elle va pas changer pour toi. C'est sûr. Et ça prend du temps. Et tu peux pas le faire autour d'un repas de famille, justement, bien où tu sûr. peux essayer, c'est rigolo. Mais... Et là, ils l'ont pris. Ils avaient ce temps-là. Ils l'ont fait. Qu'est-ce que ça a donné? Je sais plus combien de réformes, mais qui semblaient un peu radicales parfois, mais qui étaient en fait des réformes d'urgence, de ce qu'il faudrait faire. Ouais. Et qui n'ont pas été appliquées, parce qu'après, Macron a dit bah non, je prendrai 3 jokers. Et après, il a dit 8. Et après, il a dit je vais prendre 150 jokers plutôt. Donc rien n'a Mais- été appliqué de cette Si, ils en convention. ont gardé des trucs un peu Ah, quand même. cosmétiques. Ouais, Ok. je saurais plus te dire le détail, mais ils en ont gardé quand même. Mais enfin, les principaux, les vols D'accord. intérieurs, enfin, ce genre de choses qui pourraient être Mm. appliquées en 2 mois, tu peux régler quelques Ouais. problèmes. Qui ne règlent pas l'intégralité du problème, mais qui donnent une direction. Ça, ils l'ont même pas fait. Mm. Donc, convention citoyenne, je trouve que c'est un bon outil. En fait, j'ai l'impression que c'est le sens réel du terme démocratie. Hmm. C'est que c'est les gens qui sont censés Oui, c'est faire ça. les choix Ouais. et
prendre les grandes décisions pour le pays. Après, il est trop flou le terme démocratie, on y met un peu ce qu'on veut dedans. Donc, genre, est-ce qu'on est vraiment en démocratie? Plus ou moins. Enfin, oui, par rapport à la Corée du Nord. Oui, voilà. C'est une question de référentiel, en fait. Ouais, c'est ça. Vraiment. C'est un peu des questions sans fin, ouais. Guillaume, est-ce qu'il y a une œuvre dont tu voudrais nous parler parce que tu la trouves particulièrement intéressante? Ouais, j'adore un bouquin de philosophie morale expérimentale. Donc là, ne partez pas, ça fait peur comme ça, mais vous allez voir, c'est très fun. D'un mec qui s'appelle Ruben Ogien, philosophe. Est-ce que c'est l'influence de l'odeur des croissants chauds sur le comportement... La bonté humaine. La bonté humaine, d'accord. Oui. Ouais. C'était n'oubliez pas les paroles de philosophe. Ouais. L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est la philosophie morale expérimentale? C'est des expériences de pensée. Et ça, c'est le livre que je conseille le plus, je crois. Parce que ça m'a vrillé la tête. Ouais. Donc, il y a les fameuses expériences de pensée, genre du tramway. Bien sûr. Bon, voilà, je vais peut-être pas le redécrire ici. Mais il y a des petits exercices de pensée, notamment un qui est très rigolo à faire, c'est un bateau va couler pour sauver genre 200 personnes. Vous devez sacrifier soit un chien, soit un humain. Qu'est-ce que vous faites? Donc, il y a des expériences sociales avec des échantillons, etc. Ouais. Et les gens disent, je sauve plutôt l'humain parce que voilà, c'est mon espèce. Même sans forcément avoir besoin d'ailleurs de se justifier. Et si tu dis aux gens, le chien, c'est un chien d'avalanche qui a sauvé 80 gamins d'une colo la semaine dernière et qui probablement va refaire la même chose plus tard. Et l'humain, c'est, j'en sais rien, un pédocriminel, mettons. Ouais. Les statistiques changent. Mais tu t'aperçois, en lisant ce livre, tu t'apprends à te connaître. Et tu t'aperçois que tu n'es pas une si bonne personne que ça. Moi, ce que je trouve hyper intéressant avec la philosophie morale, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse, en fait. Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de juge suprême qui pourrait nous dire quelle est la bonne option. Ouais. Et en fait, pour choisir sa propre morale, par exemple, il y a deux grandes écoles qui sont l'utilitarisme et le déontologisme. Donc l'utilitarisme, c'est le fait d'agir de sorte à ce que le plus grand nombre en bénéficie, donc agir pour le bien du plus grand nombre. Et la philosophie déontologique, c'est le fait qu'il y a des choses qu'on ne fait pas, quelle que soit la situation. Même si c'est pour sauver des milliers d'innocents, il y a des standards moraux qui ne doivent pas être transgressés. Quoi. Et pour choisir la bonne éthique, par exemple, entre ces deux versions, il n'y a pas, encore une fois, d'instance suprême qui pourrait nous dire quelle est la bonne. Donc, il faut avoir une méta-éthique qui te permette de juger ton éthique. C'est ça, on est et l'un et l'autre à la fois. Et oui, bien sûr. Donc, quelle est ta méta-éthique? Quelles sont les valeurs suprêmes sur lesquelles tu vas baser ta méta-éthique? C'est des débats sans fin qui dépendent de ta culture, de ton éducation, qui dépendent de l'époque, qui dépendent du pays dans lequel tu nais. Donc, oui, c'est des débats passionnants. C'est des débats hyper profonds, je trouve. Et Bien assez sûr. fun à faire. Bien sûr. Assez drôle. Donc, le bouquin, c'est vraiment, je ne sais pas combien il y a d'exemples, mais ça te retourne la tête. Tu connais la chaîne de Mehdi, Fulloscopy? Oui, bien sûr. Ouais. Bon, il est super. Mehdi, il est génial. Ouais. Et donc là, il y a une série de vidéos qui vont sortir sur sa chaîne bientôt. Il a fait justement des tests avec des dilemmes moraux. Donc, il avait des dizaines de personnes à qui il a posé des dilemmes moraux qui sont fantastiques, un peu dans l'esprit de ce que tu disais. Je t'ai vu d'ailleurs dans la chaîne. Et donc, c'est hyper intéressant de voir que l'avis des gens change en fonction de paramètres souvent très subtils, quoi. Tu vois, tu parlais par exemple du chien tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on sauve le chien ou est-ce qu'on sauve l'humain? A priori, on a plutôt tendance à sauver l'humain. Mais si on te dit que c'est 100 chiens contre un humain, à partir de quand tu considères que les chiens sont plus importants? Et ça se base un peu sur du vent, quoi. Il n'y a pas de science exacte derrière tout ça. Mais j'aime bien parce que tu te rends compte que tu pars en disant forcément on a une estime de soi qui nous permet quand même de se mettre debout le matin. Donc on se dit qu'on n'est pas des sales types. Et puis tu réponds à des trucs, tu fais ah ouais, plutôt ça quand même. Et tu dis je suis pas si une bonne personne que ça. Malheureusement, je pense que même ceux qui sont considérés assez unanimement comme des sales types pensent eux-mêmes qu'ils ne sont pas des sales types selon leurs propres critères, quoi. Tout est donc à moins qu'il y ait une grande dissonance cognitive, mais généralement on agit en fonction de ce qui nous semble être juste. C'est ça. Donc oui, tout ça est très relatif et très intéressant. Ruben Ogien, lisez-le. Est-ce que tu peux me citer une personne, d'ailleurs, que tu trouves particulièrement intéressante? Et pourquoi? Alors, je suis amoureux intellectuellement et amicalement d'Albert Moukébert. Ah, bien sûr. Qui est un neuroscientifique. Ça rejoint un petit peu la question d'avant, parce qu'il traite des thématiques du cerveau. Donc,
c'est pas tant des dilemmes moraux que des biais cognitifs ou ce genre de choses. Mais je trouve qu'à la fois, humainement, c'est un chouette type qui est toujours à l'écoute, toujours d'humeur égale, un gars sûr, comme on dirait. Et intellectuellement, pareil, un mec qui a écrit un livre qui s'appelle Votre cerveau vous joue des tours. Neuromania aussi. Neuromania, ouais, le dernier, et qui nous apprend à penser contre nous-mêmes, à se méfier de nous-mêmes et à se méfier d'un organe qui s'appelle le cerveau, qu'on met sur un piédestal. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que le cerveau, c'est le seul organe qui s'est nommé lui-même. Exactement. Il dit, je m'appelle le cerveau. Ouais. Et il se la raconte de fou, le cerveau. Même, oui, quand on dit que le cerveau est l'organe le plus important, qui le dit? Le cerveau. Bien sûr. Voilà. Donc tu te calmes le cerveau et lire un livre comme ça, comme le livre d'Albert, ou écouter ses podcasts parce qu'il est quand même très actif aussi sur les réseaux sociaux maintenant. Ça remet un petit peu d'équerre et puis ça apprend à se méfier de ce qu'on appelle les biais, quoi. Bien se méfier sûr. de nos biais, donc nos réflexes, nos a priori, qui nous servent bien sûr dans la vie de tous les jours. L'idée, c'est pas non plus de dire il faut être pur, il faut peser le pour et le contre à chaque fois qu'on dit quelque chose, parce que c'est invivable et c'est impossible. Mais ça rend humble. Et ça me plaît bien. Et puis, ça permet aussi de prendre conscience de certaines visions erronées qui peuvent nous influencer ou nous conditionner. Je pense par exemple à un des neuromythes dont parle Albert dans son livre Neuromania, qui est celui du cerveau droit et du cerveau gauche. Il y a des gens qui sont plus cerveau droit, d'autres plus cerveau gauche. C'est un truc qui est tellement ancré que c'est quasiment acquis aujourd'hui. Les gens parlent de ça comme si c'était une vérité absolue. Or, on sait aujourd'hui que c'est faux, ça ne correspond pas à une réalité biologique, mais je pense que ça peut conditionner certaines personnes. Si on leur a expliqué, par exemple, qu'ils étaient plus cerveau droit que cerveau gauche, tu vas avoir tendance à te plier à un rôle qui correspond à ce qu'on t'a dit du fonctionnement de ton cerveau, alors que ça repose sur des approximations et parfois même sur des erreurs factuelles. Donc, ça t'enferme dans une case. Exactement. Oui, ça justifie tes comportements. Tu vois, mais moi, c'est un peu comme les gens qui disent moi, je suis pas fait pour les maths ou moi, je suis pas fait pour tel ou tel truc. Ça veut rien dire. Et il y a plein d'études qui ont montré que les filles pensent qu'elles sont mauvaises en maths parce qu'on leur a expliqué depuis des décennies qu'elles étaient mauvaises en maths. Et donc, tu finis, encore une fois, par te conformer au rôle qu'on attend de toi. C'est ça. Et c'est vrai que un biais social, ce qu'écrit Albert permet éventuellement de se libérer de ça, de prendre du recul par rapport à ces trucs-là. Là, tu mets ça à distance, Et c'est un chouette gars, Il va venir dans ce podcast. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. C'est prévu. J'allais même te demander, est-ce qu'il est déjà venu et je l'ai loupé il va venir. On s'est raté 2 fois là, mais la prochaine sera la bonne. Ok. Est-ce qu'il y a une histoire vraie qui te captive? Ouais, alors ça, c'est très marrant parce que j'en ai jamais parlé à part à mes proches. Le truc qui m'obsède, c'est, tu vas voir, c'est vraiment très surprenant, la prise d'otage de l'avion d'Air France à Marignane en 1994. À la fameuse avec la charge du GIGN, je crois. Exactement. D'accord. Et je suis assez passionné, voire fasciné, voire obsédé par cette histoire. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas encore un documentaire Netflix là-dessus, ou Netflix ou autre d'ailleurs. J'ai moi-même fait un projet et un dossier, je l'ai proposé à des prods. On m'a répondu, mais pourquoi pourquoi toi tu ferais ça alors que tu fais des blagues? Je dis, je sais pas, je fais pas que des blagues, ça me passionne. Alors, et je suis notamment passionné par, donc c'est des preneurs d'otages qui prennent un avion, donc qui détournent un avion, qui part d'Alger, qui fait une pause à Marseille parce qu'ils leur font croire qu'ils ont besoin de recharger en kérosène. Et donc, l'avion reste bloqué là, sur le tarmac de Marignane, donc qui est à l'aéroport de Marseille, avec 4 terroristes à l'intérieur, armés jusqu'aux dents, et qui sont en train de piéger l'avion. Et donc, à un moment donné, le GIGN doit intervenir. Donc, il y a un truc qui s'appelle le top assaut. Je suis un gros geek de ça. Je peux tout te raconter minute par minute. Et je me dis, donc, il y a des types qui vont rentrer dans un avion. Donc, il y a 2 portes, ou 3, je ne sais plus, il y a peut-être une 2 de côté à l'arrière. En tout cas, ils vont se retrouver face à... C'est un couloir, en fait, un avion. Ils vont se retrouver face à des gars qui vont les canarder à bout portant. Donc, chance de survie 0, quoi. Bien sûr. Et je suis fasciné par les gens qui rentrent les premiers. Alors, on va dire, ils sont préparés, ils sont surentraînés. Oui, t'as beau être préparé, mais ils vont se faire tirer dessus à l'arme de guerre à bout portant. Et c'était quoi d'ailleurs le bilan de cette opération? Tous les otages sont libérés. Dans l'assaut, il y a eu des morts avant. Ils ont tué des otages avant. Mais au moment de l'assaut, les 4 morts, c'est les 4 terroristes. Wow. Donc, c'est une prouesse qui tient évidemment au surentraînement, à l'ultra-compétence, mais aussi pas mal à la chance. Même eux le disent. Et je me demande ce qui mentalement se passe
dans le cerveau du premier gars qui rentre. Plus, si tu vois, donc ça a été filmé, c'est pour ça aussi que ça a marqué mon esprit. J'avais 13 piges, je crois, peut-être que j'ai suivi ça en direct à la télé. Ils arrivent, l'avion est au milieu du tarmac. Ils veulent le faire approcher de la tour de contrôle pour tout faire péter. Parce qu'ils ont compris que leur objectif était sûrement de se faire péter au-dessus de Paris. C'était un pré 11 septembre, quoi, en fait. Hein. Soit se faire péter sur la tour Eiffel ou tour Montparnasse. Enfin, c'était pas très précis, mais ils voulaient aller à Paris. Donc, a priori, ils voulaient faire des dégâts pour faire du tourisme. Ouais. Et donc, quand ils comprennent qu'ils n'auront pas l'essence et le kérosène et qu'ils ne pourront pas repartir, ils disent... approchez-vous de la tour de contrôle. Et donc, c'est là où ils se disent, il faut qu'on intervienne, sinon ils font tout péter. Ils arrivent en approche de l'avion sur les petits escaliers, véhicules escaliers, là, tu sais, comme, bien sûr, les avions, quoi. Donc, les mecs les voient arriver de loin et ils ont mal calculé la hauteur de l'escalier, ce qui fait qu'ils arrivent, le gars, normalement c'est prévu à la milliseconde près, quoi. Le mec arrive, il se pose, il ouvre, les autres ils rentrent. Sauf que du coup ça bloque la porte. Oh fuck, le détail qui tue. C'est vraiment dans le moment le plus intense de ta vie, quoi. T'auras plus. C'est clair. Et en fait, Daniel, il a mal calculé la hauteur. Wow. Donc il faut un sang-froid incroyable, évidemment. Ils disent au gars qui conduit, recule. Donc le mec recule d'1 mètre, ils ouvrent la porte, le mec il reste pendu à la porte et après ils y vont. Mais le moment, donc il y a déjà le moment où ils y vont, il y a le moment où il arrive, putain c'est bloqué. Ça veut dire qu'il y a Daniel qui recule. Il faut improviser sur le moment les solutions alternatives. Totale. Et effectivement, dans un moment où tu te dis de toute façon c'est terminé, je vais mourir, ils m'attendent, ils sont 4. C'est ça. T'as beau répéter, tu peux pas anticiper tous les événements imprévisibles du réel, quoi. Donc quand tu rentres là-dedans, qu'est-ce qui va se passer? Et aucune victime du côté du GIGN alors. Non, il n'y a pas eu de mort. Il y a le mec, un des premiers qui est rentré, qui s'appelle Thierry, je ne sais plus comment, vit avec des balles dans le corps encore. Ah d'accord. Ok. Il sonne au portique des aéroports. Non, en fait. Il doit éviter les aéroports depuis d'ailleurs, hein. Donc il doit pas sonner souvent. C'est ça, oui, je pense. Non, mais c'est une folie. Et il n'y a jamais eu un. Alors il y a un film qui s'appelle L'Assaut que j'ai pas hyper. Enfin bon, voilà. Chacun se fera son avis. Mais pas de documentaire. Il y a un vieux documentaire qui est passé à la télé, mais il n'y a pas un truc. Il y a des images. C'est très long, hein, ça dure je crois que c'est même quasi 3 jours. Parce que ça part d'Alger, il y a des tractations, et c'est pendant les vacances de Noël. D'accord. Il y a des tractations, à l'époque c'est Balladur Pasqua. Donc en plus, tu vois, tu as des personnages. D'ailleurs. Ils ne peuvent pas intervenir sur le sol algérien, parce que c'est considéré comme de l'ingérence. Il y a plein, il y a plein d'histoires à raconter, il y a plein d'anecdotes. Il y a plein de rebondissements, bien sûr. Tu parles de Balladur. Est-ce que sur Balladur. Vous qui nous écoutez, est-ce que vous saviez que Édouard Balladur est toujours vivant? Oui, bien sûr. Il a presque 100 ans, Édouard Balladur. Incroyable. J'ai interrogé sa femme à l'époque où je faisais des micro-trottoirs sur France Inter, sans faire exprès. Elle était sur le marché. Je lui ai posé une question, elle m'a dit ouais, pas de problème, je vais vous répondre. Et c'est après coup que tu as su que c'était c'était un commerçant qui m'a dit mais tu sais qui c'est? Je dis non, une vieille dame sur un marché quoi. Mais non, c'est Madame Balladur. Waouh. Ok, je ne sais pas quoi faire de cette information, mais ok. En appuyant sur un bouton, tu peux avoir la réponse à un grand mystère. Qu'est-ce que tu demandes? Alors là, je vais pas être très original, mais qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang, quoi. Donc j'ai des potes astrophysiciens parce que je fais un spectacle avec Eric Lagadec qui est astrophysicien lui-même. Et en gros, c'est une question qui se pose pas puisque déjà lui, il travaille sur la poussière d'étoiles, donc il dit c'est pas mon sujet du tout. Ça, c'est hyper intéressant. T'as remarqué ce truc de certains experts qui préfèrent ne rien dire sur un sujet qui pourtant a priori est assez proche. C'est ça. Alors qu'il y a des gens qui sont pas du tout spécialistes et qui n'ont pas de complexe pour en parler. Marrant, oui, c'est tout le temps comme ça. Dès que tu interroges un spécialiste, c'est rigolo. Je fais une digression, mais j'avais écrit un bouquin qui a pour trait le Moyen-Âge, Triboulet, le bouffon de François Ier. Et j'avais rencontré un mec qui est spécialiste d'un poète médiéval qui s'appelle Jean Marot. D'accord. Mais sur une période de 3 ans. Et tu lui poses des questions sur un truc qui n'est pas dans sa période, il va te dire, je sais pas. Je dis, tu fous de ma gueule. C'est un autre spécialiste. C'est ça. Faut aller voir. Va demander à Christiane. Je dis, mais quand même. En plus, moi, c'était pas des trucs poussés que je lui demandais. Mais c'est sain, hein, intellectuellement. Bien sûr, c'est très sain, mais totalement. Je comprends de ouf. Hein. Mais oui, je dis, tu connais quand même plus que moi ou plus que mon boulanger, je pense. Après, j'imagine que t'en as quand même discuté parce que donc, ce spectacle s'appelle comment? Il s'appelle Vers l'infini, mais pas au-delà.
Voilà. On s'arrête à l'infini parce qu'on trouve que c'est déjà pas mal grand. Ok. Et donc, Et, l'astrophysicien avec qui tu le fais s'appelle Ouais. Éric Lagadec. Lagadec, Mais Observatoire de la Côte d'Azur. j'imagine quand même que tu en as parlé avec lui et qu'il t'a donné peut-être une opinion personnelle. Même pas. Ah Même non, pas. surtout pas même. Ah ouais, non, Surtout d'accord. pas. Ils donnent jamais Ok. leurs opinions personnelles. Même en privé, ils préfèrent Que dalle, ne même pas risquer de dire des tard conneries. dans la nuit, dans des bars, tu sais, on est en tournée, donc des C'est fois on filme dingue. tard, tu vois. Ouais. Non, C'est fou. il lâchera jamais. Hein. Ouais. Et non, c'est tout ça est fascinant. Et même plus que qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang, je suis assez fasciné, passionné par la notion du temps. Non, mais J'arrive moi pas à aussi. saisir ce Oh bordel-là. là Il y a un là. truc qui marche pas dans l'équation. Bien sûr. On en a déjà beaucoup parlé dans ce podcast. Ouais, la notion parce de que je temps. sais que c'est des thématiques qui te Moi, passionnent moi, aussi. ça fait partie des choses Ouais. qui m'obsèdent. Absolument. Est-ce que c'est une boucle? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est vraiment? Qu'est-ce que Quelle est la c'est nature profonde Quelle est la nature temps? du temps? Voilà. Et comme tu le sais, si tu t'intéresses au sujet, il y a beaucoup de physiciens Ouais. qui nient même l'existence du temps. Ouais. Par exemple, Marc Lachiez-Ray, Ah, je qui connais pas, d'accord. répète à longueur d'interview, donc c'est une pointure Mhm. en physique, c'est un physicien français, et donc il est régulièrement invité sur les plateaux télé-radio pour dire que le temps n'existe pas. C'est génial. Et Ah, je connais pas. Je vais aller voir Marc ça. Lachiez-Ray. C'est génial comme postulat de départ. Et en fait, moi, je pense que, encore une fois, c'est un problème de définition. On parle pas Ouais. forcément de la même chose. Et donc, si on approche le temps sous un angle philosophique, on parle peut-être pas Oui. forcément de la même chose que les physiciens. Et je me souviens qu'un jour, les circonstances ont fait que j'ai pu discuter avec Marc Lachiez-Ray, et c'était pile pendant la période où j'étais dans une boucle obsessionnelle sur la nature du temps. Ah, Et t'as donc, dû te régaler, ouais. j'avais lu tout ce que je pouvais sur la philosophie du temps, mais Ouais. aussi sur les différentes conceptions du temps en sciences. Et donc, on a discuté, et j'avoue que j'étais un peu remonté contre lui, parce que je pense qu'encore une fois, ce qui nie, c'est une certaine version, une certaine définition Ah du oui, temps. d'accord. Mais pour moi, c'est totalement absurde de nier l'existence du temps, puisque c'est ce qui sous-tend tout le reste. Il Oui. n'y a pas d'existence, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'événement, s'il n'y a pas de temps dans Je lequel vois. ça peut s'écouler, quoi. Et donc, Il a fait un homme de paille du temps un peu. et un petit peu. Il a Et dit, donc, regardez, le temps, c'est ça. en Donc tout c'est cas, nul, voilà, ça existe pas. c'est ma vision, encore une fois. Ouais. Et donc, on a cette discussion où je vois qu'il est très remonté. Tu vois, c'est-à-dire que dès que Il y a eu tu... bagarre, quoi. Et vous avez vu Euh, après, mais c'est un débat bah, génial. on sent que ça l'énerve un petit peu Ouais. quand on essaie de sauver l'existence du temps. Donc, il est un peu sensible, ouais, sur l'ontologie du temps. Et donc, évidemment, on n'est pas tombé d'accord sur ce Ouais, sujet-là, mais à la fin, je l'ai remercié pour son temps. Et c'était une petite jouissance personnelle, quand même. Parce Est-ce que, qu'il est parti en claquant la porte, du coup? écoute, Tu non, fais chier, tu me provoques. mais par exemple, en fait, c'était une réunion d'auteurs dans une maison d'édition. Et donc, il y a un moment où, en fait, je suis allé sur le concret en lui disant, bah là, par exemple, ce soir, on avait rendez-vous à 19h. Il y a bien un moment où vous avez regardé votre montre et vous êtes venu Ah oui. à l'heure au rendez-vous. Ouais. Elle dit, ah oui, non, mais là, on parle d'autre chose, on parle de la durée. Attention, je veux pas mettre des mots dans la bouche de Marc Lachiez-Ray Oui, qu'il oui. n'a pas dit. Hein. Mais en gros, l'idée, c'est ça, c'est que on doit faire la distinction entre différentes formes de ce qu'on appelle le temps. Hmm. Et c'est Étienne Klein, souvent, qui dit que le problème du temps, c'est sa polysémie. On parle Oui, du temps bah, pour oui. le temps physique, Ouais. on parle du temps pour la durée, on parle du temps pour mille et une choses, quoi. Hmm. Et on sait tous ce que c'est, sauf quand il faut l'expliquer. Ouais, c'est ça. Et puis, du coup, ça rejoint un autre truc du Big Bang, parce que qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang? Est-ce que ça a vraiment du sens comme question? Ça se trouve, avec une définition du temps très précise, ça n'en a plus du tout. Ouais. Mais Et je me dis d'ailleurs- toujours, cette notion d'espace-temps, elle est quand même complètement folle, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, à un instant T, l'espace est ainsi. Hmm. Pourquoi on dirait... Du coup, est-ce que ça voudrait dire qu'on peut dire l'inverse? Ouais. Qu'à un espace précis, tous les temps ont lieu? Bah, Ça y est, on a mal à la tête, là. c'est la vision, éternaliste. Ah ben, tu sais quoi, j'ai appris ça dans ton podcast. Bah voilà, bah on Je en a savais pas que parlé ça existait. dans le podcast avec Monsieur Phi. Exactement. C'est une vision philosophique qui serait confortée justement par la théorie de la relativité. Ouais. L'idée qu'en réalité, on vit dans un univers bloc dans lequel le passé, le présent et le futur se déroulent simultanément, sont des points dans cet univers bloc, dans cet espace-temps, et que donc tout s'est déjà produit. Et que C'est nous, pas fou, ça. on se contente de regarder le film. Donc moi, personnellement, ça, je pense que c'est une erreur Mais philosophique. parce que tu ne peux pas vivre en pensant ça. Bah, non, c'est impossible. Donc ça t'arrange, mais ça se trouve, c'est vrai. Personnellement, je pense que c'est une erreur philosophique. Et d'ailleurs, il y a des Parce physiciens... que tu as besoin de ton petit libre arbitre d'être humain égotique. Ah, attention, c'est
encore une autre question, ça, là, on part sur une autre obsession personnelle. Mais il y a des physiciens, d'ailleurs, qui s'opposent à cette vision, qui disent que la théorie de la relativité ne nie pas l'existence du temps, que c'est une interprétation. Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de scientifiques qui sont prêts à sacrifier des choses fondamentales, comme le temps, par exemple, sur l'autel d'une interprétation théorique. Ouais, mais moi, je pense qu'il faut se méfier de ce qu'on pense par rapport à ce qu'on aimerait être. Bon, c'est pas très précis ce que je dis, mais... Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Par exemple, le libre arbitre, c'est un super sujet. Parce que... tu me tentes, j'ai envie qu'on parte sur le libre arbitre parce que j'ai... Bah, c'est assez politique en plus. Mais pour moi, c'est le problème, c'est que c'est une notion... du Big Bang pour te ramener à voter Philippe Poutou en trois coups. C'est une notion qui a été politisée, malheureusement, alors que... elle l'est, forcément. Elle est politique, en fait. Elle n'est pas politisée, elle est politique. Encore une fois, je pense que c'est une question de définition, de ce qu'on met dans ce terme de libre arbitre. Parce que j'ai effectivement l'impression qu'il y a des gens qui considèrent que parler du libre arbitre, c'est d'une certaine manière considérer que les gens peuvent façonner eux-mêmes leur vie indépendamment de tous les déterminismes qui les constituent. Et moi, je pense que en réalité, il faut nuancer ce débat, tu vois, parce que si tu dis par exemple tout est déterminé, on n'a pas du tout de libre arbitre, du coup ça contredit notre expérience de chaque instant. À chaque seconde, on prend des décisions. Certes, on est influencé. Ça contredit notre perception. Notre expérience, tu as raison, mais du coup notre perception. Est-ce qu'elle est réelle, notre perception, c'est autre chose? Pour moi, nier le libre arbitre, c'est pas très très loin de nier l'existence du temps, dans le sens où à chaque instant, on fait l'expérience de choix, de prise de décision. Et je ne nie pas le fait que nos décisions, nos actions sont influencées par divers déterminismes. Mais à mon avis, la solution se trouve entre les deux, quoi. On ne peut pas nier le fait qu'il y a des déterminismes. Les gens qui pensent s'être fait tout seuls, sans l'aide ou l'influence de personne, sont dans le déni, sans doute. Et de la même manière qu'on ne peut pas non plus nier l'existence d'une capacité à agir consciemment et librement. Donc je pense qu'il y a mais un c'est peu clairement la différence entre la gauche et la droite. Désolé de ramener ça à la politique, mais la droite a forcément une conception du libre arbitre qui rend responsable les gens de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. Et la gauche, je caricature évidemment, mais la gauche a plutôt une vision déterministe en disant on n'est pas responsable de là où on vit, de notre éducation, de notre environnement, donc c'est à la société d'essayer d'équilibrer au maximum les existences. Ouais, exactement. Et pour moi, l'erreur, c'est de considérer que tout est déterminé ou que tout est totalement libre. Oui. Je pense qu'il y a un peu des deux. Très de droite libéraux, ce qu'on appelle aujourd'hui un peu les libertariens, sont quand même assez peu. Bon, ils ont beaucoup de pouvoir, mais ils sont assez peu nombreux. Et pareil, les gens de gauche qui considèrent que puisque tout est déterminé, il n'y a pas besoin de justice, puisqu'il n'y a plus de responsabilité du coup. Absolument. La personne peut dire bah oui, j'ai tué ma voisine, mais en fait, exactement. On vit dans un continuum espace-temps. Oh là là. Tu sais quoi, dans le milieu confidentiel de la philosophie du libre arbitre, il y a certains philosophes qui nient totalement. Mais moi, c'est toujours une source de fascination. Il y en a un notamment qui s'appelle Robert Sapolsky, un scientifique américain, un biologiste, qui a écrit un bouquin qui a été traduit en français qui s'appelle Déterminé. Et pour Sapolsky, il n'y a pas de libre arbitre, mais c'est son cheval de bataille depuis toujours. Oui, si tu parles là-dessus, tu peux justifier, je pense. Pour lui, absolument toutes nos actions sont directement entraînées par des causes antérieures sur lesquelles on n'a pas de prise. Donc, il n'y a pas de libre arbitre. Et donc, ça rejoint quand même la physique. Ça rejoint notre début de discussion sur le Big Bang. C'est ça qui est fou. Oui, parce que c'est de la cause-conséquence. Exactement. Sur un schéma de cause-conséquence, donc bon. Exactement. Et là aussi, très souvent, je pense qu'il y a une confusion par rapport à la définition de la causalité. Parce que, en général, on a une définition de la causalité qui est une définition boule de billard. Tu sais, genre, il y a un atome qui va percuter un autre atome, etc. Et au bout du compte, tu as choisi d'acheter un pain au chocolat plutôt qu'un croissant parce que tu ne pouvais pas faire autrement. Quoi. Et en réalité, la causalité, c'est une notion qui est encore très discutée aujourd'hui en philosophie et en sciences. On ne sait pas trop ce que c'est. Et puis, la physique quantique est venue foutre un peu le bordel dans tout ça. On s'est aperçu que tout n'est pas si déterminé que ça, qu'il y a une incertitude fondamentale. Et quand on parle du début de l'univers, ça pose totalement cette question parce que dans notre conception, chaque événement est forcément causé par quelque chose d'antérieur. Mais si on ramène ça à l'univers lui-même,
on se retrouve dans une espèce de boucle de régression infinie où il n'y a jamais de début finalement. Mais là, je reviens du coup à ce que tu disais tout à l'heure. C'est notre expérience de la réalité au quotidien, c'est ça. Il y a des causes et des conséquences. Si je laisse tomber un verre, il va tomber. Alors c'est vrai, il y en a, mais il y a plusieurs types de causes et d'effets. C'est une notion qui a une nature très polyvalente, quoi. Ouais. Par exemple, on ne peut pas mettre dans le même panier les causes physiques. Par exemple, je sais pas, tu pousses quelqu'un dans la rue Ouais. et il fait un pas en avant d'1 mètre. Là, on a une transmission de force, on a une cause très concrète. Mais si quelqu'un, par exemple, décide de rentrer dans une librairie et d'acheter un certain bouquin, c'est pas les forces de la physique qui l'ont poussé à rentrer et à choisir un livre. Et pourquoi pas? Parce qu'il y a d'autres capacités qui émergent à certains niveaux de complexité. Albert en parle souvent de ça, du fait qu'à différents niveaux de complexité, il y a de nouveaux phénomènes qui apparaissent. Et donc, essayer de trouver le libre arbitre dans les atomes, par exemple, c'est chercher au mauvais endroit. Il faut aller chercher dans la capacité des humains à faire des choix éclairés, conscients. Et donc, on parle d'autre chose, en fait. C'est d'autres phénomènes. Est-ce que tu ne crois pas que c'est lié au fait que, comme il y a des niveaux où on n'a pas encore accès, ou peut-être on n'aura jamais accès, mais en tout cas, là, on n'a pas accès, on met un peu, parce qu'on a besoin de concepts et d'outils, donc de mots, pour faire évoluer notre pensée, on dit libre arbitre. On dit causalité et on verra plus tard, quoi. Exactement. De toute façon, libre arbitre, c'est un terme qui est très connoté, qui est souvent rattaché à la religion. Dans l'idée de libre arbitre, il y a l'idée qu'on a une espèce de substance divine qui nous permet de nous affranchir de notre nature, justement, de mortel soumis aux forces de la physique. Et en philosophie, souvent, il parle plutôt d'agentivité. On est des agents. Voilà, on peut agir. Je préfère ce terme aussi, personnellement. je te l'avoue. C'est passionnant. Ça pourrait durer 4 heures, donc on va plutôt passer à une autre question. Alors, allons-y. Un truc que tu crois, bah tiens, justement, avec quasi-certitude, sans avoir de preuves. Je crois pas qu'il existe des gens qui soient fondamentalement des connards. Ou des mauvaises personnes. Et là, pour le coup, je suis très sociologiquement dépendant, c'est-à-dire que j'aime bien les structures, comme je te le disais depuis le début, donc je me pose la question de pourquoi cette personne, elle est devenue comme ça, ou pourquoi elle pense ça, pourquoi elle dit ça, pourquoi elle agit comme ça. Et je me dis qu'il y a un truc à comprendre à chaque fois. Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait aussi avant, sur les causes-conséquences, et je m'intéresse beaucoup à pourquoi les gens pensent ce qu'ils pensent, ou penser ce qu'ils pensent. Ouais. Et les micro-trottoirs que j'ai fait pendant longtemps à France Inter étaient basés sur un mode humoristique, en essayant de démontrer les contradictions et l'absurdité des discours. Oui, mais ça m'intéressait premier degré de savoir pourquoi Monsieur Michu, que je croisais sur le marché, me disait que son premier problème dans sa vie, c'était l'islam. J'étais là, mais d'où ça vient? Qui lui a dit? Pourquoi ça l'a conforté dans ce qu'il pensait certainement peut-être un peu déjà? Ou quelle expérience il a eue? Ça m'intéresse. Je suis passionné par la réalité, donc ça m'intéresse de déconstruire, détricoter ça. Et je peux discuter avec des gens avec qui je suis pas d'accord pendant des heures sans mépris, sans les prendre de haut, mais vraiment en essayant de comprendre. Mais je suis même pas sûr, moi, d'avoir raison de toute façon. Donc je me dis que j'ai rien à perdre. Voilà, c'est le fameux truc. J'ai rien à perdre à discuter avec quelqu'un avec lequel je suis pas d'accord. Au pire, il a raison et du coup, je repars avec un truc en plus. Et puis au mieux, on a créé un truc tous les deux. Ça rejoint complètement le sujet précédent. Oui. Quand on décide... C'est cohérent, tu as vu ce podcast? Mais absolument. Non, mais oui. Voilà, quand on décide de ne pas considérer justement le libre arbitre comme un truc absolu, ça permet d'avoir plus de tolérance envers les erreurs des gens. Oui. Parce qu'on se dit ça dépend aussi de leur éducation, de leur milieu familial, de leur culture, etc., etc. Et donc les gens ne sont pas totalement responsables de leur opinion, de leur attitude. Moi, je les considère jamais comme responsables. Il y a tout un faisceau. Et d'ailleurs, ça rejoint même la question d'avant sur la Convention citoyenne. Pourquoi c'est intéressant d'écouter un climato-sceptique. Pas intéressant dans le sens qu'est-ce qu'il va nous apprendre, mais pourquoi il en est venu à remettre en doute la parole de gens qui bossent depuis 40 ans sur un sujet. Tu vois. C'est clair. Faut quand même être un peu solide. Bien sûr. Donc, ça m'intéresse. Ouais. Et ça, je sais d'où ça vient. Enfin, je ne vais pas faire de la psy, mais mes parents avaient une maison de la presse quand j'étais gamin et j'ai vu mes parents discuter dans un tout petit bled, donc il y avait vraiment de tout qui passait, le chasseur, le maire, le notaire, tu avais toutes les classes sociales et j'ai vu mes parents discuter des heures avec chaque personne en rigolant à chaque fois, en passant à chaque fois des bons moments et des fois ça s'engueulait, mais ça s'engueulait joyeusement, ça se confrontait vraiment, ça se frottait les cervelles, quoi.
dans un petit espace avec des journaux. Enfin, c'était un peu rocambolesque. Et ça me vient de là. Mais ce truc de remettre en question l'existence de la connardise en tant qu'absolu. Ouais, je crois pas ça. Tu vois, quand tu appliques ça à des enfants, par exemple, c'est très rare de dire cet enfant-là est un connard. Oui, voilà. C'est vraiment, on voit bien que c'est quelque chose qui se développe avec le temps par les multiples influences. Oui. Alors après, sur le fait qu'il y ait des gens qui soient profondément méchants ou mauvais, je sais pas si c'est la réalité ou pas, mais force est de constater qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se façonnent à cet âge-là, quoi, par les circonstances de la vie. Et puis, on constate aussi beaucoup de connexions entre le traitement que tu as reçu quand tu étais enfant et l'adulte que tu deviens. Mais c'est pour ça que j'aime. Alors, j'ai un biais là-dessus, c'est que moi, je dis toujours que j'aime bien. Je dis jamais il faut discuter avec ces gens-là. Parce que moi, mon biais, c'est que je suis un mec blanc, hétérosexuel, cisgenre. Donc, je suis au top de la montagne des privilèges. Bien sûr. Donc, oui, je peux discuter 2 heures. Personne ne m'a jamais traité d'insultes racistes, etc., ou homophobes. Ouais. Donc, je ne dis pas aux gens, allez vous confronter à des gens qui vous insultent. Jamais je dirais ça. Ouais. Moi, je sais que je peux me le permettre parce que j'ai ce privilège-là. Et je peux même considérer ça un peu comme un jeu parfois parce que j'ai ce privilège-là. Donc, voilà. Je relativise toujours parce que souvent on me dit ouais, t'aimes bien discuter avec des gens, voilà. Ouais. Et je dis oui, mais je peux quoi. Tu peux. J'ai l'impression que je fais partie de la même leur équipe, tu vois, l'équipe des dominants, mais entre dominants, on peut. Exact, ouais, je vois l'idée. Ouais. Dominants involontaires, bien sûr. Je vois l'idée. Si on te donne des moyens illimités pour mener un projet à bien, que fais-tu ? Eh ben, j'instaurerais l'anarchie sur la Terre. Anarchie n'étant pas donc l'absence d'ordre, mais l'ordre sans le pouvoir. Et avec tout ce qu'on s'est dit depuis le début de ce podcast, en faisant confiance à chacun et à chacune, je trouverai des moyens d'élaborer des structures démocratiques qui permettent à chacun de s'y retrouver, de s'épanouir. Donc individuellement, je ne suis pas du tout contre les individualités. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que tu organiserais un système qui serait un système anarchique. Tout à fait. Donc ce serait ça peut paraître paradoxal parce que anarchie organisée. C'est encore un mot. Valise, on met un peu tout ce qu'on veut dedans. On peut imaginer quelqu'un avec une bombe qui fait sauter les cafés, ou alors un mec qui vit tout seul sur sa montagne, quoi. Et entre les deux, il y a plein de choses. Mais l'anarchie, moi j'ai un gros problème avec la hiérarchie, de toute façon, une vraie incompréhension. Je comprends pas comment quelqu'un peut se sentir supérieur ou inférieur à quelqu'un d'autre. Ça me questionne, ça m'a toujours questionné dès l'enfance, quoi. J'aimais bien l'école, mais je comprenais pas pourquoi je devais obéir. Ou alors, faut qu'on m'explique. Des fois, c'est important parce que, je sais pas, si un immeuble en feu, c'est mieux que les gens ils se montent pas les uns sur les autres et qu'on avance groupé, etc. Mais bon, à part cas très, très particulier, je comprends pas cette structure-là. Je la pige pas et je trouve qu'elle est pas efficace. Je trouve même qu'elle est très, très fragile puisque ça fait reposer les responsabilités et les prises de décision sur très peu de personnes, ce qui est délétère. On a reçu dans l'émission sur Radio Nova que j'anime un mec qui s'appelle Olivier Hamon, qui est un biophysicien et qui a développé le concept de robustesse et qu'il met en parallèle, en confrontation avec la performance. Il y a un exemple pour ça, parce que là, c'est un peu des grands mots que je brasse. Je prends souvent le train. Le réseau SNCF français, les lignes à grande vitesse, les TGV, c'est méga performant. Je peux aller partout. Moi, je suis en tournée partout. Je peux aller à Marseille en 3 heures. Quand ça marche, c'est d'une performance incroyable. L'autre jour, tout le réseau ouest était bloqué parce qu'il y avait une barre de fer sur la voie à Massy-Palaiseau. Ça a mis tout le monde en retard de 3 heures. Les gens en panique dans les gares et tout. Donc, absolument pas robuste. Donc, lui, il expliquerait ça mieux que moi. Il faut qu'il y ait plus en observant les plantes. Il faut qu'il y ait plus de souplesse dans le système. Plus du jeu dans les rouages. Et il dit que souvent, c'est les erreurs qui permettent ça. Et il lit ça. Alors, je vais le vulgariser, mais fois 1000, quoi. Vas-y. À la nature, qui fonctionne évidemment par essais-erreurs et qui même conserve des erreurs. Il cite le 5e orteil des autres pieds, tout ça. Il y a des choses un peu rigolotes. Et donc, pareil, dans les structures démocratiques qu'on a actuellement, elles sont hyper performantes dans le sens où, c'est là, par exemple, en France, c'est Macron qui décide. Donc, ça va vite. S'il décide d'un truc, bon, là, il est un peu bloqué. Mais avant, quand il avait le Parlement avec lui, ça allait vite. Il disait, je veux faire ça. Il faisait voter. Le lendemain, c'était bon. J'exagère un peu, mais en tout cas, c'était performant dans le sens efficace, tu vois. Mais en revanche, pas du tout robuste. Moindre blocage. Là, il y a blocage, puisqu'il n'a plus le Parlement avec lui. Tout est bloqué. Il
Il n'y a plus de lois qui sont votées. Les gens, ils sont là, bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, de toute façon, à partir du moment où le système est centralisé, il Ouais, est voilà, vulnérable. Voilà, c'est ça. Il faut Ça revient que, un il peu faut à ça que, il faut que aussi. ça puisse se diffuser Ouais. justement à travers tout le système pour qu'on puisse se reposer sur Mais ça, d'autres éléments du réseau, quoi. c'est une volonté de contrôle des gens de pouvoir, hein. Les gens de pouvoir, leur seule obsession, c'est de garder le contrôle. Et ils comprennent pas qu'ils l'ont pas. De toute façon, ils l'ont pas. Ouais. Ou il y a toujours quelqu'un au-dessus d'eux qui contrôle un peu plus ou d'autres choses. Ouais. Donc, encore une fois, c'est une fiction. Quand je dis que je m'intéresse à la réalité, c'est qu'à chaque fois, je me dis, mais merde, ils croient à une mythologie. Ils ont une religion, ces gens. La hiérarchie, c'est une religion. Ouais. On te dit, bah non, c'est comme ça. Système pyramidal, il faut bien qu'il y ait des gens qui décident. Mais non, en fait. Enfin, pourquoi tu me dis c'est comme ça? On parlait de Mehdi tout à l'heure, de Fulloscopy. Ouais. Donc Oui, il y a des très belles vidéos de ça. Alors, Ouais. j'ai participé à une de ces vidéos, qui est une espèce de qui veut gagner des millions. Et le but de l'expérience, c'était d'étudier le raisonnement des groupes humains. Et donc, il y avait plusieurs étapes, plusieurs niveaux dans le quiz. Et à chaque fois, Mehdi rajoutait de nouveaux paramètres. Un coup, les gens pouvaient discuter entre eux. Un coup, il y avait un influenceur, donc c'était moi, qui donnait une opinion. Et on voyait clairement que ça avait un impact. Donc, ce que disent les gens qui ont une parole publique, ça a un vrai impact chiffré sur l'opinion des autres. Et donc, la conclusion de l'épisode, c'est que les meilleures réponses, jusqu'à 100% de bonnes réponses, c'est quand la parole peut circuler librement dans le groupe et que les gens peuvent se consulter les uns les autres. Ouais. Si tu laisses cette responsabilité aux mains d'une personne, tu vas forcément vers l'échec parce que aucune personne, aucun dirigeant ne pourra être aussi intelligent, compétent que la masse de la population. C'est le fameux esprit de ruche. Mais ça te rend pas fou, toi, du coup, de te dire, Bah, quand ouais. tu regardes je sais pas si tu suis beaucoup l'actualité ou ce genre de choses. Si, ouais, malheureusement. Peut-être Ouais. tu t'en préserves, mais ce que je comprendrais très bien. Mais ça rend fou. Tu te dis, mais t'es en train de regarder quelqu'un qui est en train de planter un clou avec une saucisse. Non, mais je suis assez d'accord, c'est c'est terrible. Tu vas pas arriver à planter ton clou. Ouais. Bon, après, tu comprends qu'en fait, son but, c'est pas de planter le clou, mais c'est d'avoir plein de saucisses. Ouais. Je suis perdu dans cette métaphore. Non, mais tu vois, en fait, je suis dans tu comprends qu'ils sont pas là pour gérer l'intérêt général. Non, bien et que sûr. La structure est pas tellement faite pour ça. D'ailleurs, j'ai une question, c'est quel est l'équivalent de ne plus croire au Père Noël, mais pour les adultes? Eh ben, la méritocratie. Parce que quand t'es petit, à l'école, par exemple, on te dit, voilà, t'as une bonne note, tu l'as mérité parce que t'as bien travaillé. Tu grandis dans un bain de méritocratie. Un peu, je suis responsable de ce qui m'arrive, donc il va falloir que j'agisse en conséquence. Et à un moment donné, tu te rends compte que le jeu, il est truqué. Que ceux qui gagnent le 100 mètres, ils ont commencé la course à 80 mètres. Toi, t'étais encore bien, bien loin derrière. Et tu te dis, ah oui, d'accord, ça c'est faux, ce que vous m'avez raconté. Je vois bien qu'il y a une partie de la réalité, hein, faut quand même, tout le monde court un peu, mais l'égalité des chances, ce genre de truc, c'est sur le papier, mais c'est pas du tout comme ça que fonctionne une société. Donc l'idée qu'on peut arriver à ses fins avec la pure volonté et le travail. Mythologique, c'est complètement faux. Ça pourrait, mais d'ailleurs ça pourrait, et ça devrait même être un objectif à atteindre. Ça peut se discuter, que ça soit ça. C'est pas forcément un truc souhaitable, mais en tout cas, je suis capable de le discuter. En l'occurrence, c'est pas du tout ce qui se passe. Moi, je passe mon temps à dire que je ne crois pas aux gens de droite. Je crois pas qu'ils existent vraiment, parce que s'ils étaient vraiment de droite, et si leur truc c'était la méritocratie, ils seraient contre l'héritage. Tu peux pas commencer ta vie assis sur un cul de pognon, alors que tu viens juste de naître. C'est pas de la méritocratie, ça. Donc, si votre truc, c'est vraiment, il faut tous partir de zéro. Il faut tous partir de zéro. Niveau, et là, on voit ce qui se passe, mais ça va un peu changer. Ça va un peu changer la donne. D'ailleurs, j'y pensais avant l'émission. Si on devait finalement résumer les concepts de gauche et de droite pour l'expliquer à un enfant de 5 ans, par exemple. Ouais, bah, tu dirais que c'est quoi? Toi, tu dirais que c'est vraiment lié à la méritocratie? Ouais, ce qu'on a dit tout à l'heure, un peu, je dirais que oui, la gauche est plutôt consciente qu'on est très déterminé dans la vie, donc qu'on subit beaucoup notre environnement, notre éducation, qu'on choisit finalement assez peu de choses, et qu'il est normal qu'il y ait un système qui soit redistributif et qui donne accès à rien que des besoins vitaux, quoi. Je sais pas, le logement, la bouffe, et le fait d'être en sécurité, ça devrait être la base, ce qui n'est pas le cas du tout, quoi. Ce qui est incroyable en France.
une des plus grandes puissances mondiales. C'est vraiment pas le cas. C'est fou. Ouais. Nombre d'enfants qui dorment dans la rue à Paris. Enfin, c'est Ouais. incroyable. Bref. Et la droite fait plutôt porter la responsabilité sur l'individu. Enfin, voilà, responsabilisez-vous. Si vous arrive quelque chose, c'est de votre faute ou c'est grâce à vous. D'où le culte des héros, self-made man. Tu t'es fait tout seul parce que tu dors 3 heures par nuit. Voilà, c'est plutôt basé là-dessus. Alors, ça a un côté très attirant parce que la droite te dit, vous pouvez tous être cette personne. La sociologie te dit non, absolument pas. Ouais. D'ailleurs, si tout le monde est cette personne, ça annule le concept Eh de oui, héros. sûr, Parce que bien si tout le monde est un héros, il n'y a plus de héros. Donc, quasi la réalité annule ce concept. Ouais. Mais il est très puissant dans notre cerveau parce qu'on a envie de gagner au loto. Parce qu'on a envie de se dire, bah ouais, si tu commences le foot, tu as envie de te dire, je pourrais peut-être être Mbappé. Ouais. Mais bon, voilà. Donc, si tu commences le foot en disant, j'ai très peu de chances d'être Mbappé, bah peut-être tu vas être moins motivé. Je ne sais pas. Du coup, ça pose la question de la politisation des transfuges de classe c'est une vraie question, qui sont érigés en exemple. Ouais. Parce qu'il y a des gens, effectivement, qui partent de rien, qui ont Ouais. toutes les chances contre eux et qui arrivent et qui sont souvent montrés en exemple par le système, justement, pour le valider d'une certaine manière. C'est ça. En disant, ce système permet ça. Le biais Mais du il y a un survivant, biais on du appelle survivant. ça. Voilà. Ouais, fameux biais Bien du sûr. survivant en sciences sociales. Ouais. On va te dire, bah si, Omar Sy, il est multimillionnaire, donc vous voyez. Donc c'est possible. C'est possible. Il y a l'idée que c'est possible. Ouais. Quoi. Et en vrai, c'est possible, puisque Omar Sy Mais oui, te c'est prouve la que vérité. possible. Le problème, c'est que c'est possible pour une très petite partie de la population qui a eu de la chance. Une configuration de la chance, etc. Mais la chance et le hasard, c'est un concept qui est très peu mobilisé. Alors que ça, il faudrait faire des podcasts. On va repartir sur 3 heures de podcast. Ouais. Mais tu vois, j'ai pas encore eu l'occasion d'en parler à mon fils, qui a 5 ans justement. Ouais. Mais si un jour, je dois lui expliquer ce que c'est la gauche et la droite, je pense que ce que je dirais, c'est que la gauche, c'est des gens qui accordent beaucoup d'importance à certaines valeurs comme l'égalité, par exemple, et la droite, c'est des gens qui accordent plus d'importance à l'individualité et l'indépendance. C'est un peu ça. Et en fait, par rapport au mérite, comme tu le disais, effectivement, toutes les réussites ne peuvent pas être attribuées intégralement au mérite, puisqu'il y a toujours des conditions de départ qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il y a toujours du collectif, il y a toujours un individu tout seul, ça ne fait rien du tout. Voilà, et puis il y a Bernard Arnault en slip dans la forêt, il ne tient pas 5 minutes. Enfin, voilà, bien sûr. Donc il y a effectivement un réseau, il y a divers privilèges, etc. Mais voilà, c'est une question de nuance, parce que là aussi, j'ai l'impression que cette idée de mérite, un peu comme le libre arbitre, a été très politisée. Moi, je pense que le mérite existe dans une certaine mesure. C'est-à-dire que si tu décides effectivement d'agir, il y a plus de chances que quelque chose se passe que si tu ne fais rien, c'est certain. Ouais. Mais il ne faut pas penser que ton seul travail, ta seule volonté va te permettre d'arriver à tes fins, parce qu'il y a d'autres facteurs qui ne dépendent pas de toi qui entrent en jeu. Ouais, il y a un truc, pourquoi c'est piégeux pour le cerveau, cette histoire, c'est qu'il y a un truc qui marche très bien au niveau micro, qui marche pas du tout au niveau macro. Je m'explique. Si tu as un pote qui est en dépression, qui va pas bien, qui vient de se faire larguer, ou alors qui trouve pas de boulot parce qu'il est noir, mettons. Tu vas pas lui dire oui, c'est normal, voilà, c'est la société qui veut que démerde-toi. Non, tu vas essayer de le sortir de là. Donc tu vas lui dire des trucs qui paraissent être des trucs de droite. Bah bouge-toi, demain on va chercher du boulot, on va essayer telle boîte, on va remuer les terres, on va y arriver. Mais ça, si tu le mets au niveau macro, tu dis aux gens, bah de toute façon, voilà, vous êtes tous responsables de ce qui vous arrive, donc démerdez-vous, sortez-vous les doigts, et ça donne un vrai discours de droite. Donc c'est un peu contre-intuitif pour notre cerveau, parce que on a tous aidé des potes qui vont pas bien, etc. Donc on a tous eu ce discours. Bien sûr. Donc, quand tu l'entends dans un discours politique, tu dis, bah oui, voilà, moi, j'ai aidé mon pote Bernard la semaine dernière, je lui ai dit ça, je lui ai dit, il faut trouver du boulot, tu veux pas rester comme ça au chômage. Oui. Tu peux pas forcément appliquer les mêmes techniques et les mêmes solutions quand tu t'adresses à une personne qu'à une population complète. Voilà. Il y a une question d'émergence, tu vois. À partir d'un certain moment, on a affaire à des entités différentes. Parce qu'une société, c'est des liens. Un individu, c'est un individu. Une société, c'est des liens entre les individus. Et les liens entre les individus sont plus intéressants, selon moi, que les individus. Je me mets dedans, hein, en tant qu'individu, je suis tout seul, on s'en fout. Et d'ailleurs, très souvent, les individus sont définis par ces différents liens, quoi. C'est sûr et certain, oui. On peut changer de personnalité et d'identité en fonction des gens avec qui on traîne. Donc, le podcast qu'on fait, on s'auto-influence. Enfin, c'est une société, société humaine, quoi. Absolument. On est une espèce ultra sociale. Ouais. Absolument. Est-ce que tu as appris quelque chose d'intéressant récemment ?
Alors, je vais te dire, il y a même pas 2 heures, parce que donc je bosse sur une BD qui va traiter de la démocratie et des institutions, et qui est une BD jeunesse, donc avec beaucoup de pédagogie. Et j'avais écrit un strip sur le drapeau bleu-blanc-rouge. Et dans ma tête, et pas seulement dans ma tête, car sur le site de l'Élysée, il est indiqué que bleu et rouge sont les couleurs de Paris, donc les couleurs du peuple. Blanc est la couleur du roi. Et donc, c'est le peuple qui enserre le roi. Ok. Et j'ai vu une vidéo de Yann Bouvier. Yann Toucourt, bien sûr. Yann Toucourt, mec incroyable qui fait un travail formidable de vulgarisation historique. On a enregistré un épisode ensemble il y a Parfait. 15 jours, donc il sera dans ce podcast. Nickel. Et qui a fait toute une vidéo pour dire pas du tout. Alors, il dit pas du tout, il dit voilà d'où ça vient, cette fausse idée. En fait, le blanc était la couleur de la France, pas du roi. C'est devenu après la couleur du roi. Enfin, je vais aller voir la vidéo, elle est passionnante et elle va être beaucoup plus précise que ce que je peux en dire. Et bien, du coup, j'ai appris ça. Et ça m'a vachement intéressé à quel point, bah, tu vois, même sur le site de l'Élysée, même sur les sites très officiels, on peut pas t'embobiner, parce qu'il n'y a pas de volonté de nuire, je pense. Il y a une sorte de roman national, quoi, aussi. Voilà. Un narratif comme ça. Moi, il faut même se méfier des sources plus ou moins officielles. On le savait, hein, qu'il fallait se méfier. Mais là, il y a peut-être un manque de travail qui a été fait par les gens qui rédigent ce genre de site. Sans doute. Est-ce qu'il y a une chose intéressante te concernant que peu de gens savent ? Comme une ceinture noire d'aïkido ou ce genre de truc. Eh ben alors, ça a trait au sport. J'ai été gardien de but de football pendant 12 ans, je crois. Ah ouais. Alors, à assez petit niveau. Okay. Mais c'est un poste qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que c'est pas un poste de droite ? C'est une vraie bonne question, ça, putain. Bah, ça, je pense que je peux défendre l'inverse, parce que tu es dans la défense tu vois, de l'intérêt du collectif, tu es le dernier rempart, etc. Ouais. Donc là, oui, ça peut être une mythologie de droite aussi. Non, ça m'a hyper intéressé. Bon, déjà, j'adore me rouler dans l'herbe, etc. Donc ça, je me régalais. Mais surtout, je l'ai un peu analysé après coup. J'ai toujours bien aimé être en collectif avec des gens, faire un truc collectif, mais être un peu à la marge. Et un gardien de but, c'est vraiment ça. Et ce que je fais aujourd'hui, un peu moins là avec le spectacle avec Eric, mais ce que j'ai beaucoup fait, à savoir du one-man show, c'est pareil, c'est un positionnement assez particulier. Parce que tu es dans une salle, tu as 600 personnes, tu as 601 personnes avec toi. On est quand même ensemble, on a du collectif, mais tu es à la marge, tu es sur scène. Bon, voilà, c'est un positionnement un peu particulier. Et j'ai fait pas mal le parallèle avec le poste de gardien de but où tu es quand même avec tes coéquipiers, mais tu vois le jeu autrement. Puis c'est un poste décisif, donc c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que tu peux faire perdre une équipe ou tu peux la faire gagner. Donc il y a un côté qui m'intéresse là-dedans. Puis il y a une pression énorme aussi. Ouais, et ça j'aime bien. Sur les épaules du gardien. Ouais. Qui est moins présente chez les autres joueurs, je pense. Bah, ils peuvent rater les autres joueurs si le gardien il rate, il y a but. Ouais. Et j'ai toujours bien aimé la pression, j'avoue. Ah ouais. Ouais, c'est un peu ma zone de confort. Ah ouais, c'est intéressant ça. Ouais, mais même les examens, quand j'étais en cours, ado, même le bac, quand tout le monde stressait, là, ok. Il y a un enjeu. J'aime bien l'intensité. T'as une gestion du stress naturelle. Ouais. D'accord. Ça, c'est une sacrée chance. Bah, tu sais quoi, on a fait Bercy, on a fait la première partie de Matmata à Bercy avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Émeric Lompré. Ouais. Et ouais, j'étais avec Juliette qui est assez anxieuse et traqueuse. Et elle me disait, putain, on a l'impression que t'es au point virgule, quoi. J'étais là, bah, c'est cool, les gens, qu'est-ce que tu veux qu'ils nous fassent? Ils vont pas nous lancer des couteaux. Ça t'arrive jamais de ressentir la pression? Pas dans ce cas-là. Non, mais j'ai eu beaucoup de discussions là-dessus avec des amis, évidemment, humoristes et autres, quoi. J'ai eu une petite incompréhension là-dessus parce que je peux comprendre la peur quand il y a un danger de survie ou de te faire bouffer par un animal ou j'en sais rien, ou de se noyer. Mais là, je me dis, mais non, mais t'es devant des gens. De toute façon, ils vont pas te lancer des trucs c'est génial parce qu'est-ce qui va se passer d'autre? C'est comme si tu t'étais affranchi de ta condition de mammifère qui fait pas la différence entre un vrai signal d'alarme et un faux. Et d'ailleurs, si Albert était là, il nous parlerait peut-être de l'amygdale dans le cerveau qui se déclenche pour nous prévenir d'un danger. Mais à quel moment parler en public, ça a été un danger pour l'humanité? Mais alors justement, ça n'en est pas un. Tu vois, mais souvent, on raccroche la peur de la foule, la peur de parler en public, à la peur de l'exclusion du groupe. Ouais, d'accord. Qui était une question de vie ou de mort à une époque. Mais j'avais jamais pensé à ça. Mais il y a aussi le fait qu'il y a une époque où l'anxiété, forcément, pouvait nous sauver la vie. Tu vois, le fait de réagir
intensément au moindre mouvement dans la savane, ça peut te sauver la vie potentiellement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup moins de dangers immédiats, mais ce système, lui, existe toujours. Donc, il se raccroche à d'autres trucs, comme par exemple le fait de parler sur scène. Alors que concrètement, comme tu le dis, il n'y a pas de danger de vie ou de mort, mais vu que c'est un système archaïque, il prend ce qui se rapproche le plus d'un danger. C'est comme si tu t'étais libéré de ça. Peut-être que tu as évolué davantage que nous autres. Parce que moi, je t'avoue que l'anxiété, elle est totale dans ce genre de situation. Ah ouais, d'accord. Alors, avant, je rassurais les gens, mal du coup, en disant mais en vrai, t'as pied. Tu vois, tu as peur de sauter dans un grand bassin, mais je te promets que t'as pied. Ce qui ne rassurait absolument personne. Parce que je disais, mais non, je te dis que j'ai pas pied, ça va être la merde et tout. Donc maintenant, je rassure les gens quand je suis avec eux en disant, je suis là et j'ai pied. Donc si jamais il y a une merde, tu te reposes sur moi. C'est bien. Et ce qui est un peu égocentrique et un peu, je me donne le beau rôle, mais j'ai remarqué que ça marchait mieux avec des gens en situation de stress immédiat comme ça. Tu dois être un super chef d'équipe du coup. Parce que les gens doivent se reposer sur toi quand il y a de la peur. Ouais, ils savent qu'ils peuvent, ouais. Ah, ça, c'est super. Ouais, je suis pas trop sujet à la panique dans ce genre de conditions. Est-ce qu'il y a un truc que l'expérience de la vie t'a appris et que tu voudrais dire à ton toi de 20 ans pour gagner du temps? Je déteste l'idée de gagner du temps, puisque est-ce que ça a vraiment un sens? On en a parlé tout à l'heure. Je ne sais pas. J'ai des bons exemples de ça. Notamment il y avait une émission qui aidait les humoristes il y a quelques années qui s'appelait On ne demande qu'à en rire, que j'ai toujours refusé de faire parce qu'il y avait tout ce que je détestais dedans, de la compétition, de la censure, de la notation. Et surtout, on m'avait dit cette phrase incroyable, oui, mais ça te permettra de griller les étapes. Et j'étais là, attendez, mais moi, ce que j'aime, je crois, c'est les étapes. Donc, je dis toujours cette... J'aime le voyage, pas la destination. Ouais, voilà. Vous mettez ça sur un coucher de soleil, vous me mettez ça sur Facebook, s'il vous plaît. Oui, si je fais une randonnée, je vais pas d'un point A à un point B. Je prends pas un hélicoptère. C'est pas du tout la même démarche. Et comme moi, j'ai vraiment zéro ambition, j'ai jamais eu d'ambition. Je sais pas où je vais, tu vois. Je navigue un peu à vue, je me balade et c'est cool. Et je comprenais même pas la phrase, quoi. Je disais, mais griller des étapes pour aller où, tu vois? Tu pourras faire des plus grosses salles. Si je dois les faire un jour, je les ferai. Enfin, c'est pas grave. Et donc, j'ai toujours refusé de faire cette émission. Donc, gagner du temps, je dirais jamais à quelqu'un, je vais te donner un conseil pour gagner du temps. Souvent, quand on parle de perdre du temps, c'est quand on fait les trucs pas productifs. C'est ça. Et moi, par exemple, j'ai des amis qui culpabilisent de, je sais pas, passer du temps sur un jeu vidéo ou à s'amuser. Et moi, je trouve que c'est précisément le temps gagné, en fait. Je trouve que le temps gagné dans la vie, c'est le temps passé à kiffer quelque chose, quoi. C'est le temps où tu es content, c'est le temps où tu es heureux. Ça, pour moi, c'est le temps gagné. Le temps perdu, c'est le temps où tu t'emmerdes, où ce que tu fais n'a pas de sens pour toi, où tu t'épanouis pas. Où tu dois survivre, quoi, donc gagner de l'oseille. Voilà, donc c'est une autre approche du fait de gagner du temps ou pas, quoi. Donc, effectivement... Hyper d'accord avec toi. Mais oui, ça fait très développement personnel quand je le dis. Mais... Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, ça, c'est la même chose que... ce qu'on a pu dire sur le mérite ou le libre arbitre. C'est encore une question de nuance. Parce que tu vois, je trouve qu'aujourd'hui, le développement personnel, c'est devenu un terme générique qui englobe tout un tas de contenus plus ou moins charlatanesques, etc. Alors qu'à la base, ça part de quelque chose de plutôt positif. L'idée de se développer, c'est pas du tout. Mais ça a été totalement phagocyté par le business qui a été fait là-dessus. Mais le fait de vouloir se développer, de s'épanouir en tant que personne, a priori, c'est la base de l'existence, quoi. Donc, pas l'inverse. Il faudrait peut-être trouver un autre terme, finalement, qui soit moins connoté. Développement collectif. Ah, pas mal. C'est pas de moi. À ton avis, ce sera quoi le moment le plus intéressant de ce podcast? Là aussi, je vais te faire un peu une réponse, mais qui va rejoindre ce qu'on vient de dire. Une réponse qui répond pas vraiment. Je pense que c'est maintenant. Enfin, c'est... le cheminement que va faire le cerveau suite à ce podcast pour les gens qui ont écouté. Parce que moi qui écris beaucoup de choses, le cerveau, c'est quand même un énorme délire, quoi. Ça m'est arrivé de bloquer sur un passage de bouquin ou sur une blague, mettons, dans une chronique. Et tu vas faire autre chose, tu vas pisser, tu prends une douche et paf, ça t'apparaît. Mais tu sais pas d'où ça vient. Du coup, ça a un côté un peu magique parfois. C'est ça que les gens ils disent j'attends de l'inspiration, mais c'est pas ça. Il faut avoir passé avant 2 heures sur ton truc à te prendre la tête. Donc, il y a tout ce qui se passe à nos dépens qui m'intéresse énormément. Donc là, il va se passer des choses dans la tête des gens qui nous écoutent à leurs dépens. Ils vont arrêter d'écouter ce podcast
ils vont aller faire autre chose. Et à un moment donné, ils vont repenser à nous, ce qui est génial, tu vois. Bien sûr. Et hyper flatteur. Non, mais voilà, il y aura des choses qui vont se passer dans leur tête. Dire, oh putain, ça m'a énervé, il a dit ça, je suis pas d'accord. Mais ça va les faire avancer. Et peut-être qu'on a eu tort, ça s'est sans doute arrivé, tu vois. C'est certain même. C'est certain, tu vois. Ouais. Et donc, ça rejoint ce qu'on disait sur le fait de créer des liens. Ouais. Tout permet de créer des liens. Un podcast comme ça permet de créer des liens. Nous deux, on se rencontre. Et puis, tout ce que ça va faire dans la tête des gens est assez... un peu magique, hein, un peu fantastique. Ouais, je trouve, dans les deux sens aussi. du terme. Je trouve aussi. Merci Guillaume d'avoir été mon invité. C'était un super moment. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur les plateformes de podcast. On se retrouve mardi prochain.